Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, moi avant de commencer ma petite présentation, mon retour d'expérience, je voudrais juste faire un petit vote à main levée rapidement dans la salle, savoir à peu près comment ça se passe l'UX chez vous. En gros, est-ce que vous avez déjà une équipe? Est-ce que vous êtes en phase de création d'une équipe? Est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe de l'UX? Donc grosso modo, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une équipe UX ici chez eux? Ok, pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tout seuls? Ok, salut, moi aussi. Voilà, du coup, je voulais entamer par ça parce qu'on se fait souvent des images de ce que c'est l'UX dans une entreprise. Voilà, chez Wonderbox, c'est moi qui prends le lead. Après, on sait tous que l'UX, ça fait partie du travail de tout le monde, de tous les jours. Hop, voilà. Et donc, bah, pour ceux qui sont tout seuls et pour ceux qui voudraient construire une petite équipe, je vous ai mis un petit lien dans la presse que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est le retour d'expérience d'un designer, du coup, qui est depuis 2 ans dans une boîte et qui est tout seul et qui explique comment à travers différents tips, il donne des bons conseils pour développer la culture X dans une entreprise, pour essayer à terme aussi de monter son équipe. Donc lui, il parle d'enthousiasme, de communication, la stratégie pour développer cette culture, faire les premiers tests, faire comprendre ce que c'est qu'un retour utilisateur, etc. Et puis éduquer aussi autour du design. Et en tout cas, bon, moi, vu que je suis tout seul, j'ai trouvé ça assez inspirant. Et je pense que de toute façon, il y a des bons sujets à aller piquer aussi là-dessus. Donc moi, je suis Mathieu Lecolère, je suis responsable UX chez Wonderbox. Comme je l'ai dit, responsable UX, c'est un peu bizarre hein, comme terme, mais je ne suis pas le seul responsable de l'expérience utilisateur de nos clients. Mais en tout cas, je suis le responsable du fait de faire avancer les choses dans le bon sens, et en tout cas de mettre les gens autour de la table pour que ça discute correctement. Le sujet qui m'amène aujourd'hui, auquel on a discuté avec Thibaut, et dans lequel on a fait nos premières armes avec Fairpection, c'est justement une refonte. Donc on a fait une refonte de site global. Alors qu'est-ce que j'entends par global? C'est que c'était principalement un replatforming. On était sur Magento à l'origine. On avait quand même un historique assez important. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur Magento, mais Euh, le site avait 7 ans, avec des devs qui viennent un peu de partout, qui s'en vont, qui reviennent, qui partent. Voilà. On avait une dette technique qui était quand même assez importante et bon, les mises en prod, c'était un peu les yeux fermés, comme ça on espérait que tout allait bien se passer. Donc il y a eu ce projet de replatforming sur aujourd'hui Ibris. Donc c'était un gros projet qui a duré pas mal de temps et sur lequel il y avait beaucoup d'attentes. Et on partait justement d'un site qu'on avait un peu tuné au fil de ces années, même s'il avait fini par avoir ses défauts, techniques surtout, à une nouvelle plateforme sur laquelle il fallait qu'on intègre tous nos besoins spécifiques métiers, from scratch. Et c'est vrai que quand on voit Wonderbox de l'extérieur, on se dit ouais, c'est sympa, ils vendent des coffrets, tout ça, c'est des produits normaux, c'est facile. Bah, en fait, non, pas du tout. Un coffret, c'est l'agrégation de milliers d'articles, donc il n'y a pas une référence de coffret. Donc si vous connaissez un peu les catalogues e-commerce, je vous laisse imaginer un peu le bazar, sachant qu'on vend aussi des coffrets et des activités toutes seules dans leur coin. Donc voilà, il y avait des très grosses attentes vis-à-vis de cette refonte. Et on s'est vite, en tout cas au niveau des équipes projet, essayé de se mettre en ordre au niveau de la conception pour essayer déjà d'anticiper l'après Go Live. Donc pendant cette conception, on a eu, on a suivi un protocole, des méthodos assez classiques et pour le coup assez orientés et centrés utilisateurs. Donc on a eu des phases de co-création en interne, avec des clients aussi, avec des prospects, enfin, voilà, avec tout un tas de personnes pour essayer d'imaginer cette future plateforme de site e-commerce. On a ensuite fait des tests utilisateurs, alors là pour le coup plutôt en présentiel, sur 2-3 sessions d'une dizaine de personnes, pour justement obtenir du feedback sur déjà les pistes qu'on avait anticipées, enfin qu'on souhaitait mettre en place sur le site, ce qui n'a pas été forcément ce qu'on a fait au final d'ailleurs, d'où l'intérêt, hein, comme d'habitude, des tests utilisateurs. Des itérations sur ces sujets-là. Voilà, un process assez classique, mais qui nous a amené finalement
Autour de tout ça, on avait quand même aussi des deadlines qui étaient hyper serrés et une saisonnalité chez nous qui est, vous en doutez, assez forte, notamment autour de Noël, où nous c'est à peu près 50% de notre business qui est fait sur un gros mois, on va dire. Donc voilà, on avait une forte pression pour sortir une nouvelle plateforme technique que personne ne connaissait, hein, à part les IT qui avaient un peu de backup Java sur le bac. Un site dont on partait qui avait 7 ans d'existence, donc qui avait plein de petites choses qui étaient affinées, et une pression pour sortir avant la date fatidique de Noël. Donc nous, tout ça, on s'est dit, bon, ça fait beaucoup de choses, mais on va y arriver. Ça a fini quand même par, on a loti un peu le projet. Donc on a sorti un MVP en octobre. Et ce qu'on a surtout fait au niveau des projets, c'était de se dire, on va sortir ce site. Si vous avez déjà déjà fait des refontes, vous savez que tout n'est pas nickel le jour du lancement. On savait qu'il y aurait du temps à passer sur la stabilisation, on savait qu'on identifierait des bugs, etc. Donc il a fallu qu'on anticipe dès le lancement comment est-ce qu'on allait rapidement pouvoir obtenir des feedbacks pour corriger les principaux problèmes qui auraient pu survenir et qu'on n'aurait pas forcément vu, qu'on n'a pas forcément pu anticiper avant. Donc quelle stratégie on a adopté? Alors c'était assez simple sur le papier. On s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quick and clean. Quick and clean, c'est un peu, voilà, c'est un peu une idée comme ça. On se dit, bon, ça a l'air effectivement sympa. Mais comment est-ce qu'on fait? Donc, on avait déjà beaucoup de débats en interne, comme souvent. L'UX chez Wonderbox, c'était quelque chose d'assez récent. Il y a eu quand même eu une bonne culture de test AB, de quelques tests utilisateurs, etc., mais qui avait été faite surtout sur un produit qui était en ligne. Donc, quand on discute autour de quelque chose qui est live, on a vite la réponse ou la confirmation de est-ce que ce qui sort du test utilisateur c'est vrai, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que moi j'aime pas trop ça, et puis je préfère quand c'est comme ça, ou les boutons, tout ça. Bon, des débats que vous avez sûrement tous en interne. Donc une fois que c'est live, c'est à peu près simple, on met en ligne. Bon, si on avait dit que ça marchait, bah, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on a vite des insights et on peut corriger le tir. Et c'est surtout des arguments qui sont assez faciles à donner face à des directions marketing, etc., qui sont plus orientées images ou qui sont en tout cas pas toujours très dans l'efficacité. Sans critiquer, hein, c'est juste on est vite dans des débats d'idées, en tout cas tant qu'il n'y a pas de chiffres. Donc l'idée c'était dès la mise en ligne d'avoir j'ai mis tout un cercle là de data. Le data ça va être les analytics évidemment, on a aussi mis des tests AB en place, voilà, tout ce qui peut se faire techniquement et qui est assez simple à récupérer mais qui prend quand même malgré tout un peu de temps et qui ne nous laisse pas forcément, avec ce délai qu'on avait très court entre la MEP et Noël, on avait peut-être les infos de ce qui n'allait pas, mais par contre on n'avait pas le temps de corriger, parce que la roadmap de l'IT était déjà full, et puis il fallait être sûr que les datas soient cohérentes et surtout aient une significativité suffisante pour se dire qu'on allait faire ces modifications-là. Donc on a cherché une solution pour avoir du retour un peu plus quali et surtout hyper rapide. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Fairpexion. Donc si vous n'avez jamais travaillé avec eux, en gros c'est en 2 semaines à peu près vous avez le retour d'une trentaine d'utilisateurs, voilà, des retours hyper quali qui peuvent être positifs comme négatifs. On verra après que c'est aussi un volet qui moi m'a permis de bien discuter en interne sur ce nouveau site. Vous avez tous les sujets que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez des détails assez pointus. On avait nous aussi... moi c'est la première fois que je faisais des tests comme ça à distance. La petite appréhension, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont pas être trop synthétiques? Est-ce qu'ils vont pas être trop sympas?
Peut-être qu'ils veulent que ça aille vite et du coup tout va bien, même s'il y a un petit problème, ils vont pas prendre le temps. Alors qu'en présentiel, on peut percevoir des choses qui sont non verbales et qui sont parfois aussi importantes à analyser. Et on a été plutôt surpris enfin bien surpris puisque les gens sont assez bavards en fait, même quand il faut écrire, ils nous ont donné pas mal de matière. Donc ça, les deux combinés en fait, je ne vais pas dire qu'il y a du pur quanti d'un côté et du pur quali de l'autre, parce que c'est un peu un mix des deux. On arrive quand même à avoir de la quantité en termes de tests utilisateurs chez Fairfection, et du coup, c'est des arguments qui sont après assez, forts, en tout cas, voilà, pour aller dans le sens de l'UX avec nos utilisateurs quand on a des débats d'idées sur les sujets. Moi, ça m'a permis d'une part d'avoir des données en volume, et d'autre part de pouvoir les corréler avec les données de Fairfection. Donc ça venait encore plus renforcer ces arguments-là, et ça passait forcément beaucoup mieux pour aller gratter une position sur la roadmap et pour pouvoir pousser les modifications à faire avant Noël. Ça, et Fairfection nous a aussi permis de mieux discuter et plus rapidement avec la DG, qui venait d'un... Voilà, il y avait ce site qui tournait bien depuis des années. Il y a eu ce changement. Quand on fait une mise en prod d'un nouveau site, là c'était une refonte de A à Z, hein, donc on savait qu'en SEO on allait prendre moins 30 au moins pendant 2-3 mois. On savait qu'il y aurait effectivement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais de la stabilisation, des bugs. Voilà, on n'est pas des super-héros, on développe un site, il y a forcément des choses à faire une fois que c'est live. Donc on se doutait qu'il y allait avoir un démarrage qui n'allait pas forcément être plus 30% de CA tout de suite. Ce serait bien qu'on les fasse d'ailleurs rapidement, mais en tout cas on va dans le bon sens. Voilà, la combinatoire des données et des tests utilisateurs un peu plus quali, poussés, en tout cas avec une personne avec qui on peut aller plus loin dans les détails. Voilà, ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'arguments pour prioriser les correctifs, et puis aussi pour se dire, bah, vous voyez, ça peut-être on pensait y mettre beaucoup de temps, puis finalement, les gens trouvent ça bien. On se disait, nous, peut-être en intérêt, j'aime pas le tunnel, j'aime pas ce truc-là. Bon, bah, en fait, on a zéro retour utilisateur sur cet aspect-là, même au contraire, parfois c'est plutôt des retours positifs. Donc voilà, c'est tout un tas de choses que vous pouvez avoir quand on fait des tests utilisateurs, sauf que là, ça prend une semaine, quoi. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance, alors je sais pas si je dois le dévoiler, mais d'avoir accès à la plateforme en live, et pas une fois que le test était fini. Ce qui m'a permis voilà, vu les deadlines assez serrés, de pouvoir avancer très rapidement. Donc voilà, donc live, la synthèse du test, voilà, vous voyez qu'on a fait ça, on a mis en prod je crois le 9 octobre, quelque chose comme ça, et on a fait les tests le 12. On a eu 30 utilisateurs, 288 retours. Le brief il était assez simple, hein, c'était vraiment une navigation exploratoire. Ce qu'on voulait c'était lever les principales frictions qu'il pouvait y avoir, identifier s'il y avait des grosses incompréhensions dans certains parcours. Comme je disais tout à l'heure, en phase de conception, on avait imaginé certains parcours qui ont été un peu démentis par les premiers tests utilisateurs. Donc on a suivi cette voie-là, on les a mis en ligne et on voulait aussi revenir valider. Malheureusement, on n'a pas forcément toujours le temps de revalider ces itérations par un nouveau test utilisateur, en tout cas en phase de conception. Et là, le seul moyen qu'on avait de le faire, c'était de le faire voilà, après post-mise en ligne. Donc oui. Au niveau du brief des utilisateurs, c'était un brief précis ou c'était quelque chose d'hyper ouvert? Alors, bon, on va le regarder du coup, ça va être encore plus simple. Si je trouve le pointeur. Hop. Voilà. Bon,
si tout le monde arrive à lire, sinon je veux dire, c'est... Bon, du coup, rendez-vous sur la page d'accueil, donnez votre première impression. Là, on sent en direct le test Market DG, hein, parce que la homepage, voilà, ça a cristallisé quand même beaucoup de débats, et je pense que vous êtes tous confrontés à ce genre de sujet. Nous, on a quand même eu la chance en conception de le faire à la fin de la conception, ce qui est déjà un truc hyper rare. Généralement, c'est, voilà, on fait d'abord la home, c'est hyper important. Bon, on a réussi à la faire à la fin, mais malgré tout, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, donc on voulait, voilà, avoir ce feedback qui pour le coup, voilà, permettait aussi de décompresser un peu la pression sur la home. Voilà. On verra que tout à l'heure, un peu j'ai fait un petit extract des commentaires sur lesquels on pourra passer pour aujourd'hui. J'en ai pris une trentaine, des bons, des mauvais, pour avoir, voilà, le genre de détails qu'on peut avoir sur ce type de test. Donc, voilà, parcours la page d'accueil, découvrir les différentes offres proposées, expliquer si ça vous correspond à vos attentes. Donc voilà, c'est de l'anticipation, est-ce que tout est bien clair. Et puis après, on avait un parcours un peu plus directif, en tout cas un peu plus fermé, même si ça reste quand même assez large. C'était rechercher un coffret cadeau qui correspond le mieux à vos critères, décrivez votre parcours, décrivez après la fiche produit. Est-ce qu'il y a tout ce qui vous permet de passer à l'achat, les éléments de réassurance, les informations produits, etc. Ajoutez le produit au panier, complétez les étapes d'achat, donc vraiment tester le parcours d'achat hors paiement évidemment, puisque là on ne leur a pas demandé d'acheter des box, mais ils sont allés pour la plupart jusqu'à la page de sélection de paiement, sachant que chez nous après on sort chez le PSP et puis on revient en confirmation chez nous. Et on avait aussi un des produits qui est un peu différenciant chez nous par rapport à la concurrence, c'est qu'on permet aux utilisateurs de créer leur propre box. C'est-à-dire que vous choisissez les activités qui vous plaisent en fonction de tout un tas de critères, l'univers, le prix, la géographie, etc. Et vous pouvez les ajouter une à une. Donc soit une, soit 10, soit 50, voilà, comme vous voulez. Et on personnalise ensuite le coffret en termes d'emballage, le message cadeau, c'est un format un peu spécifique, etc. Et enfin, aussi le petit truc qu'on avait réussi à mettre en place, c'est que sur les premiers tests utilisateurs, on avait fait un attractif à chaque fois en fin de test. Donc là, on l'a remis en place. Alors c'est un attractif qui est pas expliqué de vive voix, c'est toujours un petit peu complexe, mais là, j'avais utilisé, si vous connaissez We Love Users, c'est un site où il y a pas mal de 3 outils en ligne qui sont gratuits, qui a du coup une phase d'explication en amont, qui explique ce qu'est un attractif, comment est-ce qu'on répond. Voilà, on avait mis ça en ligne aussi, pour savoir, voilà, quelle perception du site avaient les gens en phase de conception, donc plutôt sur maquette ou proto animé, etc. Et quelle est leur perception du coup sur un site live, desk et mobile. Donc l'attractif, ça permet du coup de récupérer des éléments, surtout de perception sur le site. Est-ce que je trouve ça joli? Est-ce que je trouve ça moche? Est-ce que je trouve ça pratique? Est-ce que je trouve ça compliqué? Il y a tout un tas de critères. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir weloveuser.com ou chercher attractif sur Google, vous trouverez toutes les infos. Surtout un outil qui permet de comparer une vision globale du site en tout cas, au-delà qui peut un peu résumer en quelques points, qui est facile à comparer d'un test à l'autre, ou voilà, en fonction des évolutions de votre site, vous pouvez de temps en temps utiliser cet outil-là pour mesurer les impacts au global. Après, vous avez une petite... il y a un point sur 2 axes qui situe un peu votre site. Est-ce qu'il est beau ou pratique? Voilà. En haut à droite, est-ce que c'est bien? En bas à gauche, est-ce que c'est pas très bien? Voilà, comme... je suis pas très matheux, donc je n'ai pas le terme exact sur ce type de graphique, mais voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc pour revenir à la synthèse des tests, donc voilà, il y a 3 éléments principaux qui sont le score, avec la note moyenne. Ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Tout le monde a trouvé ça assez bien, de pouvoir se comparer. On aime bien savoir si on est meilleur ou moins bon que l'autre. Bah, nous, on est plutôt moins bon là, sur ce test-là, mais bon. Au moins, on a plein de choses à faire. Donc, oui, enfin, il y a plusieurs éléments où on peut aller chercher les commentaires.
Donc soit c'est un problème, soit c'est un compliment. Est-ce que c'est prioritaire? Nous, on n'avait pas pris l'option vidéo, mais si vous la prenez, vous pouvez aussi avoir le feedback vidéo live du testeur. Ensuite, on a les étapes qui vont correspondre surtout à votre brief, en fait, hein, en fonction de ce que vous demandez à vos utilisateurs et à quel moment vous allez solliciter leur feedback. Vous pouvez aller chercher étape par étape la liste des commentaires. Les catégories, ça, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui les mettent en fonction du retour qu'ils ont à faire. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de critères. Et l'OS, après, qui est une... je sais pas, c'est que sur mobile, ça, du coup? C'est sur mobile. Sur mobile. Du coup, pour savoir identifier, surtout si vous testez une app ou... En tout cas, c'est toujours bien d'avoir cette info-là. Donc voilà, je vais balayer rapidement, j'en ai pris 30, je sais pas si je vais tous les lire, hein, mais en tout cas, c'est pour vous montrer, grosso modo, ce qu'on récupère comme info. Donc comme tout test utilisateur, des fois on a des retours qui sont qu'est-ce qu'on va faire de ça en fait, hein. Faudrait revoir l'esthétique du site. Ok, on verra, enfin voilà, mais en tout cas on sait qu'il y a parfois si ça revient assez souvent, c'est qu'on a peut-être raté quelque chose. Il faudrait qu'il y ait plus de choix pour les coffrets 3 personnes et plus. Voilà, on va passer ça au sourcing. Il y a plusieurs éléments comme ça, vous voyez, qui sont parfois assez drôles, mais grosso modo, il y a quand même des insights qui sont beaucoup plus précis. Il faudrait mieux attribuer, personnaliser votre coffret quand il y en a plusieurs dans le panier. Nous, on a un business qui fonctionne surtout, on achète un produit, mais les clients qui vont en acheter plusieurs, si on leur génère des problèmes, ça va être vraiment compliqué. Il vaut mieux qu'on arrive à les garder, ces gens-là. Donc on a des points comme ça. Ça, c'est des éléments, je vais rebalayer après en fin de liste, mais après, c'est comment est-ce qu'on priorise ça et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et quel bénéfice on en a tiré. Donc, oui, là, typiquement, on a des retours qui sont un retour qui est négatif. Voilà, il faudrait rendre possible la modification de quantité dans le panier. Ça, on a des raisons techniques qui font que pour l'instant, c'est pas possible, mais ça viendra. Mais voilà, des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Mais d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure sur certaines discussions en interne, voilà, la page panier est simple et met à l'aise. On a un bloc de rassurance en bas avec le numéro du service client. Le service client disait attends, on va peut-être pas te mettre le numéro en clair sur la première page du panier parce que sinon on va exploser en termes de nombre de contacts. Voilà, en fait, ça n'a pas du tout été le cas. C'est plutôt un élément rassurant pour la majorité des gens qui leur permet de se dire voilà, au moins je sais que si j'ai un problème, j'ai cette solution-là, même si je ne l'utiliserai finalement pas, quoi. Après, on a eu pas mal de retours sur les résultats de recherche, sur les filtres, sur la taille des tuiles produits, sur le nombre de textes qu'on mettait. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas fait l'origine aussi du projet, c'est que moi je suis arrivé un peu en cours de bataille, mais il a été décidé à l'époque de partir en desk first. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec pas mal de petits sujets mobiles, évidemment. Mais du coup, on a eu beaucoup de retours sur ce sujet-là. Et on a beaucoup travaillé depuis. Et depuis, on est mobile first. Voilà. Ça permet aussi ce genre de switch en termes d'approche digitale. D'avoir ce type de remontée. Où on a beaucoup de remontées mobiles, etc. Les stats ont progressé aussi, hein, évidemment. Mais d'avoir un retour parlé et écrit, ça aussi facilite les prises de décision. Donc tout ça, ça a été changé. Oui? J'ai une question. Ah, pardon, moi je suis sur l'écran. Oui. Comment vous avez après utilisé ces résultats? Bonjour. Bonjour. Comment vous avez traité les résultats après? Parce qu'en fait, vous êtes tout seul, vous avez dit. Oui. Vous avez une somme considérable, puisque vous en avez 30. J'en ai 300 même. Là, Ouais. là j'en ai sorti 30. 300. Comment vous, en interne, vous avez fait pour finalement traiter ces résultats? Donc vous avez dit tout à l'heure que vous les regardiez en live, il me semble, hein, pour avancer plus vite. Donc quelle était votre stratégie, votre méthodo? Et comment vous avez utilisé tous ces résultats pour, en interne, faire valider ou non les choses que vous passiez, celles que vous ne traitiez pas? Enfin, comment vous, finalement, vous utilisez tous vos données? Ouais.
Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure que j'avais accès live, c'est effectivement l'idée c'était d'aller voir tout de suite s'il y avait un gros point noir qui ressortait. Au bout de 2-3 tests, 3-4 tests, on avait une vision immédiate s'il y avait vraiment un gros problème. C'est pour ça que j'avais demandé moi l'accès live, et parce que aussi il y avait besoin quasiment de prouver tout de suite l'intérêt de ce test-là. Ensuite, sur la synthèse, nous on a travaillé avec Perfection aussi, hein, qui nous ont accompagnés pour justement analyser ces résultats et nous en faire un résumé des points principaux. Si on reprend, je ne sais pas si vous avez en tête, bon, je peux retourner en arrière. Mais voilà, sur cette synthèse-là qui est faite automatiquement par l'outil, tout de suite je vois, alors il y a le score, la proportion de problèmes, mais c'est surtout la colonne de droite qui est importante. Je vais avoir le nombre de retours, en l'occurrence de problèmes, par typologie de problème. Donc je vois que j'ai un gros problème de niveau d'information, d'organisation de l'information. Donc déjà là j'ai deux sujets qui sont prépondérants dans ce retour-là. Donc après on va aller... Perfection nous a fait une analyse aussi qui nous a permis de pointer du doigt les principaux problèmes, et on s'est basé aussi là-dessus pour aller discuter en interne, évidemment, de comment est-ce qu'on avançait sur ces sujets-là. Ensuite, est-ce que ces sujets-là avaient un écho business aussi fort que d'autres sur lesquels on avait potentiellement moins de problèmes? Voilà, c'est la discussion qu'on avait, entre vraiment une vision qui peut être pure UX, mais là c'est pas possible, on peut pas rester avec ce genre de contenu-là, ça passe pas du tout en termes de perception. Mais en même temps, si on regarde les analytics ou les tests AB, ça vient pas non plus mettre en péril la conversion. Versus un petit problème, qui paraît en tout cas, qui ressort moins ici, mais qui peut être sur le chemin critique de la transformation. Là, voilà, c'est des discussions qu'on a en interne, et évidemment, comme je vous rappelle, le planning, la saisonnalité, on a vraiment priorisé à fond sur tout ce qui était, tout ce qui générait des problèmes sur la conversion. Pur et dur, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis dans mon panier, j'arrive pas à changer la matérialité du produit. C'est-à-dire que nous, on vend des produits physiques, on peut les acheter aussi en démat. Bon, bah, s'il y a ça qui sort, tout de suite, on corrige. Je vois pas la bonne information de livraison quand je suis sur mobile dans mon panier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour remonter l'information et éviter les abandons de panier. Bonjour. Bonjour. Les mêmes manières que vous avez fait sur les problèmes, est-ce que vous l'avez fait aussi sur les compliments? Savoir qu'est-ce qu'ils appréciaient le plus et... Oui, alors on a effectivement passé un peu moins de temps sur les compliments, mais on les a quand même toujours, en tout cas, à portée de main. Et effectivement, ce que je disais aussi un peu tout à l'heure sur les discussions qu'on peut avoir en interne, c'est aussi des choses qu'on a utilisées pour peut-être déprioriser des sujets qui avaient été fortement poussés en interne sur peut-être de la perception ou du ressenti. Là, avec des retours positifs, on se dit bon, au moins ce sujet-là, il a bien été traité, les gens sont plutôt réceptifs à ce qu'on leur propose. Du coup, c'est un sujet qu'on ne va pas forcément adresser tout de suite. En tout cas, on sait que là, ça se passe bien. Et voilà, ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des endroits où ça marche bien. Donc on s'en est servi, oui, pour... déjà, c'est toujours nécessaire hein, de ne pas tout voir que par les problèmes, surtout quand on sort un nouveau site comme ça. Et je vous disais, surtout sur le panier, il y avait vraiment des sujets qui étaient assez, en interne, assez, pas conflictuels, mais il y avait vraiment des idées qui s'opposaient et qui étaient difficiles de prouver tant que le site n'était pas live. Là, le site live, les bonnes datas, plus les retours positifs qui viennent en fait, conforter le fait que ça se passe bien au niveau analytics, c'est aussi bon, et c'est le bon feedback pour les équipes créa, c'est le bon feedback pour les équipes tech, c'est le bon feedback pour tout le monde. Donc voilà, j'ai un peu débordé sur le sujet, mais voilà, convaincre, moi c'était un peu parfois mon sentiment hein, dans le projet. On a envie de faire des choses, et puis non, on a la tête dans le guidon parce qu'il faut délivrer, il faut shipper le site, etc. Et voilà, tous ces sujets dont on vient de parler, ça permet aussi
de tourner un peu la tête et de regarder ce qui se passe et comment on peut mieux avancer avec des outils qui sont performants. Donc demain, je vais commencer à en parler aussi un peu tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que ça allait aller vite la fin de la presse, mais demain, qu'est-ce qui va se passer depuis qu'on a fait du coup ces tests-là? On a des nouveaux sujets qui arrivent, on a une méthode qui est un peu plus solide, ou en tout cas on adresse les sujets en amont. Donc on va continuer à tester. Le sujet aussi, c'est de mesurer, il ne faut pas juste tester et puis faut mesurer et surtout communiquer. Nous, c'est un peu les trois piliers qu'on essaie de se fixer chez Wonderbox, au niveau de l'équipe projet. C'est important de faire les choses bien comme nous on a envie de le faire, c'est-à-dire d'aller tester et de mesurer. Il faut aussi bien montrer à tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est pas le marketing, etc., ça c'est évident. Quand je dis tout le monde, c'est aussi les équipes techniques, c'est aussi toutes les équipes support qui, eux, sont vraiment les mains dans le cambouis à faire le site. Et quand vous venez les voir, que vous dites bah, ça c'est un sujet hyper important, il faut le faire tout de suite, ils le font, et que vous revenez un mois après, ah, en fait les stats elles sont un peu pourries, donc on va faire un peu l'inverse de ce qu'on t'a dit il y a un mois. Bon, bah, au bout d'un moment, vous démotivez tout le monde. Et les tests aussi, c'est hyper utile pour embarquer tout le monde dans le bateau. C'est-à-dire, voilà, on a validé que ça allait à peu près, que c'était ça qu'il fallait faire. On est tous d'accord, on y va, on développe le truc, c'est en ligne, et là, on évite ce genre de situation où on est obligé de revenir sur le sujet beaucoup trop rapidement et parfois de manière assez lourde. Puis voilà, il faut aussi savoir savourer les petites victoires. Donc on a une étude qui est sortie en avril 2018 qui plaçait Wonderbox en bonne place en termes d'expérience d'achat en ligne sur l'univers du loisir. Voilà, on est autour, à côté de belles références. De mémoire, c'est voilà, 10 000 sites marchands, 3 000 cyberacheteurs. Donc ça, c'est aussi, c'est pas une satisfaction personnelle hein, du tout, c'est juste un élément qu'on peut diffuser en interne et qui montre aussi que dès qu'on se penche un peu sur la question de l'expérience utilisateur, on en sort aussi des éléments positifs en termes d'image, pas que de business. Si je vais faire un petit balayage rapidement en termes de stats, je ne pouvais pas donner trop de chiffres dans les détails. Mais en tout cas, des retours qu'on a eu sur le mobile, notamment sur les tuiles produits, qu'on a vraiment refondu complètement. On a gagné 30% de taux de sortie sur les pages catégories. On avait un bouton d'ajout rapide au panier sur le mobile, sur le desk, qui était assez important. Dans les tests, c'est remonté que il y avait une mauvaise compréhension de ce bouton-là, est-ce que c'était voir la fiche produit, etc. On avait des taux d'ajout au panier qui explosaient. Donc tout le monde était ah, c'est super, mais en fait non, parce que c'était des misclics sur ce bouton-là. Donc on l'a réduit drastiquement, on a gagné 15% en tout cas de taux de sortie de panier dans ce parcours-là. Et on a aussi modifié nos filtres, sur lesquels on a d'ailleurs un test multivariant en cours. Et on a un taux d'engagement qui est quand même qui est en bonne croissance sur ces éléments-là, et qui nous permet d'avancer sur ces aspects qui sont hyper importants chez nous, parce que si vous allez voir sur le site, vous verrez qu'on a des tonnes de filtres, et parfois 50 produits, mais on a des tonnes de filtres parce qu'on a des milliers d'activités dedans, et c'est pas un sujet hyper évident, sachant qu'on a les amis du SEO qui poussent à fond aussi pour mettre des filtres, et si possible avec des rechargements de pages partout. C'est des sujets qui sont aussi assez cristallisants, mais qui sont bons à tester, et aujourd'hui on est plutôt satisfait des chiffres. Et pour revenir sur les stats, aujourd'hui en termes mobile, desk, on est à peu près 50-50. Un autre sujet que j'ai pas parlé, mais on a des acheteurs, on a des bénéficiaires. Notre site c'est 70% de trafic bénéficiaire, donc c'est des gens qui viennent enregistrer leur box, consulter les activités, les changer, prolonger, etc. Et 30% d'acheteurs. Mais ces 30% de trafic là, voilà, c'est aussi là-dessus qu'on travaille beaucoup pour générer du business. Voilà. Merci de m'avoir écouté.